Et voilà ma 5e vidéo, qui sera peut-être la dernière, sur le résumé de La peau de chagrin de Balzac. Je commence la 3e partie du roman avec cette vidéo. Raphaël est alors installé dans un magnifique hôtel. Je vous rappelle qu'il avait gagné 6 millions d'un oncle qu'il ne connaissait même pas, grâce à la peau de chagrin. Il a fait retrouver son ancien serviteur. Vous vous souvenez, c'est celui dont j'avais parlé qui s'appelle Jonatas et qu'il avait été obligé de virer parce qu'il n'avait plus assez d'argent dans la première partie. Et il l'a établi intendant de sa fortune et du lieu. On apprend dans une discussion entre cet intendant et un visiteur quelle est la vie de Raphaël à ce moment-là. Il a organisé tout de façon à ce qu'il n'ait plus rien à désirer. Parce qu'on se rappelle que s'il désire quoi que ce soit, la peau de chagrin le réalise et elle rétrécit vers la mort. Le lecteur comprend bien pourquoi Raphaël ne veut rien désirer. Le vieux domestique raconte la vie en détail, en concluant qu'il ne connaît pas la raison en fait de cet arrangement. Et le visiteur en question, un ancien professeur de Raphaël, est quand même admis en sa présence. C'est l'occasion d'une description du nouveau Valentin, tout en lui sent la mélancolie. Après quelques discussions, le vieillard lui demande un poste de proviseur, mais juste comme ça. Raphaël fait bien attention de ne rien désirer, mais ses paroles lui échappent. Le vieux professeur sera proviseur et la peau de chagrin accrochée au mur diminue visiblement. Cela lui cause une grande colère et il redemande à Jonatas d'être une barrière entre le monde et lui. Les pages suivantes montrent Raphaël à l'opéra le soir, tout aussi désabusé malgré sa richesse. Balzac décrit sa physionomie en insistant sur son aspect morne. Raphaël rencontre alors le marchand d'antiquités du début. Il se trouve avec Euphrasie. C'est une des filles dont j'avais cité le nom lors du premier festin dans la première partie, et c'est pour ça que j'avais cité ce nom, c'est parce qu'on la retrouve à ce moment-là. Elle est au bras donc du marchand d'antiquités, et le vieillard a manifestement profité d'un des premiers vœux de Raphaël, même si tout l'entourage se moque de lui. Dans la salle, Raphaël aperçoit aussi Fédora, avec un nouveau chevalier servant, très sûr d'elle, après avoir vu qu'elle était la plus belle de la salle. Raphaël croise son regard avec mépris, signant ainsi la fin de son règne, car un de ses amants va la dédaigner. À ce moment-là, une femme s'installe dans la loge à côté de Raphaël, provoquant des murmures d'admiration dans la salle. Raphaël ne la regarde pas d'abord. À cause du talisman, il a peur de regarder les femmes, parce qu'il sait que s'il en désire une, il va finir par la voir et le talisman va rétrécir. Puis il reconnaît Pauline. Elle s'échappe rapidement, non sans lui donner rendez-vous à leur ancienne maison le lendemain. C'est alors une scène d'amour immédiat. Pauline avoue avoir veillé sur Raphaël tout le temps qu'il était là, y compris en travaillant pour lui donner une partie de son argent. La simplicité éclate dans cette relation. Ils passent du temps sans même se parler, envisagent d'acheter toute la maison où ils se trouvent parce qu'ils s'y sont rencontrés. Pauline doit rentrer chez elle, il la raccompagne. Quand il revient chez lui, tout plein de bonheur, il s'aperçoit que la peau de chagrin a rétréci. Il la jette alors dans un puits et ne veut plus y penser. Ils attendent leur mariage dans le bonheur le plus total. Un matin où ils déjeunent en riant, où ils contemplent Pauline. Balzac fait d'ailleurs plusieurs descriptions de Pauline, mais en situation, à certains moments du roman, et donc à chaque fois différentes. Le jardinier rapporte à Raphaël un petit morceau qu'il a trouvé. C'est la peau de chagrin, devenue toute petite. Il renvoie alors Pauline et se décide à emporter la peau pour la faire étudier. Et c'est ce que l'on voit pendant une grosse quinzaine de pages. On voit tous les essais sur la peau de chagrin de tous les scientifiques possibles et imaginables. Et donc la peau elle est soumise à des expériences physiques, chimiques. Chaque savant auquel Raphaël la soumet lui parle en même temps de son métier. Tout ce temps passé créant après tout un certain suspense. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être passer ces pages, mais c'est vrai que là pour une fois la description elle a quand même une charge de suspense, étant donné qu'on ne sait pas exactement si quelqu'un va découvrir ou va inverser la magie de la peau de chagrin. Donc il y a des descriptions sur les canards, puis sur les lois de la physique. D'abord, Raphaël demande à ce qu'on puisse étendre la peau. Puis les scientifiques font des expériences pour en comprendre la matière. Rien n'y fait. Elle casse même une énorme machine, résiste aux acides. Par expression, les scientifiques parlent même du diable, en pensant à un phénomène simplement inconnu. Raphaël revient chez lui, désespéré. Il y retrouve Pauline, qui est venue l'attendre pour lui faire une surprise. Ils dorment alors ensemble, et au réveil, nouvelle description de Pauline que Raphaël contemple. S'il doit mourir, réfléchit-il, c'est qu'il doit être malade. Et en effet, Pauline dit l'avoir senti malade pendant la nuit. Dans les pages suivantes, il se fait alors ausculter par d'éminents médecins, qui, excepté un ami à lui, prêtent de l'attention uniquement à son mal physique. Il se retire pour discuter de son cas. Pendant quelques pages, les raisonnements des médecins sont alors confus, parfois contradictoires. Le mal vient de l'estomac, le mal vient du cerveau... Tout semble en tout cas relever du charlatanisme, comme chez Molière quelques siècles plus tôt. Selon eux, en tout cas, Raphaël est fou. Raphaël, qui écoute dans le couloir, ne sait pas à quoi s'en tenir. Il conclut qu'il faut lui appliquer des sangsues et l'envoyer faire une cure. Il y va donc. Lors d'un petit événement, il constate la médiocrité de la société qui demeure aux os avec lui, et qui finit par le rejeter à cause de sa supériorité et du malheur qui le touche. Le lendemain, un médecin vient le voir, et sous couvert de lui donner quelques conseils, il veut en fait se débarrasser de lui et le renvoyer chez lui et le renvoyer de la cure. Voyant bien la supercherie, Raphaël le renvoie. Et le lendemain, la servante d'une des curistes
vient le voir en cachette pour lui dire qu'on va le provoquer en duel pour l'éliminer. Cela arrive justement le soir même, pour le lendemain. Il prévient l'homme qui le provoque qu'il va gagner le duel, il le fait grâce à la peau de chagrin, et il se rend ensuite aux eaux du Mont d'Or. Là, il fuit la société qui le bannit et recherche la nature. Il tombe par hasard sur une maisonnette perdue dans la montagne où vivent 4 personnes. Balzac, après une description générale du lieu de la montagne et du cratère dans lequel est placée la maison, en fait plus précisément une utopie paradisiaque. À 102 ans, le grand-père a encore bon pied et bon œil. Et il décrit les différentes personnes qui y habitent. Frappé par le bonheur qui règne dans cette famille, Raphaël décide d'y rester un peu. La contemplation de ces espaces apaise ses désirs, lui fait du bien, il croit qu'il va mieux, jusqu'à ce qu'il surprenne une conversation entre Jonatas et son hôtesse. Ce dernier vient prendre des nouvelles de son maître et elles ne sont pas bonnes. Finalement, il ne supporte pas la pitié de ces gens qui l'accueillent et décide de rentrer à Paris. En chemin, Jonatas lui donne des courriers, des lettres Pauline. Il les jette tout au feu, en lit quelques lignes, elles sont pleines d'amour. Il demande à son médecin de lui concocter une sorte de somnifère qui le fasse dormir, excepté 1 heure par jour pour se nourrir. Une nuit, Pauline vient le voir, malgré son ordre de ne laisser entrer personne. Il lui demande de fuir, lui explique les pouvoirs de la peau de chagrin en quelques lignes, et en effet, comme il a du désir pour elle, Pauline sent elle-même la peau de chagrin rétrécir, dans sa main. Elle s'enfuit, il la poursuit, elle essaye de se tuer pour ne pas le tuer lui, mais il veut l'embrasser et il meurt. Pauline explique qu'elle l'avait prédit. En effet, je sais pas si vous vous rappelez, mais elle avait dit que la femme qu'il aimerait le tuerait. Dans l'épilogue, les 2 femmes qui ont marqué Raphaël sont présentées comme 2 allégories. Celle de l'idéal, Pauline, et celle de la société, Fédora. Et voilà la fin du roman.